à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue au club, ou plutôt dans le club Sport en France, pour vous donner un petit peu le menu de cette prochaine demi-heure, une émission labellisée Compétition Sport en France, une compétition que vous suivez maintenant depuis de nombreuses années sur l'antenne de Sport en France. C'est notre chocolat de fin d'année pour fuir la grisaille et voyager, s'évader avec ces athlètes et aventuriers hors du commun. Cette compétition, eh bien, c'est le Biking Man, une course cycliste XXL. Pour nous en parler autour de ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Cassini, vainqueur de l'édition 2024. Bonjour Grégory. Bonjour Maxime. Comment ça va? Très bien et vous? Super, super. On a hâte de découvrir un petit peu vos aventures, ainsi que celle de Lauriane Placé. Enchantée Lauriane. Bonjour. Merci de revenir sur l'antenne de Sport en France, mais cette fois en vrai, parce que l'an dernier, on avait eu l'occasion de vous retrouver à l'issue de votre succès en 2023. Couronne rendue, mais vous avez aucun regret parce que vous êtes avec Grégory aujourd'hui en plateau pour nous parler de cette deuxième pour vous participation et une deuxième place aussi au classement général. Eux sont habitués à ce plateau et pour cause, on adore débriefer avec vous messieurs les différentes saisons de Biking Man. Axel Carion, aventurier à vélo et fondateur de cette superbe course. Bonjour Axel. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Écoutez, on a ce plaisir qui est partagé, surtout qu'avec vous, on retrouve un homme sans qui ces émissions et ces programmes n'existeraient pas. Et oui, Cédric Ferreira, votre acolyte et journaliste qui est parfois ici, à cette place-là. Bonjour Cédric. Bonjour Maxime. Vous nous faites vivre les résumés des courses de ces champions au fil des différentes étapes et vous en rendez compte, notamment pour Axel et pour ses équipes. Et on a le plaisir aussi donc de vous accueillir aujourd'hui. On y va, on file sur cette édition 2024. On a hâte, évidemment, surtout en cette période pluvieuse de fin d'année, d'aller voyager grâce à vous. La 8e année de Biking Man qui est dans le rétroviseur maintenant, officieux championnat du monde d'ultracyclisme. Évidemment, vous en avez l'habitude, encore que il est temps de se tourner vers vous, Axel, championnat du monde d'ultracyclisme. Kesako, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas vu les dizaines d'heures qu'on a consacrées à votre événement cette année en programme, revenir un petit peu sur le cadre et puis les origines aussi de cette aventure qui est la vôtre? C'est un format de course qui consiste à tenter de compléter 1000 bornes à vélo en autonomie totale, donc en transportant son matériel sur son vélo, en moins de 120 heures, avec différentes étapes au terme desquelles sont élus un ou une championne en fonction de ses performances et de son classement sur chacune de ces étapes-là. Le cahier des charges est en partie rappelé. 7 étapes pour la Formule Premium, celle dont on va parler à l'instant. Avant cela, dire que dans ce cahier des charges, il y a quand même des dénivelés entre 15 et 20 000 mètres de D+. Voilà, ça fait aussi partie du contexte. Et notamment 23 000, je crois, sur l'épreuve des Alpes-Maritimes. Donc 2 fois le parcours d'un Tour de France, par exemple, en termes de kilométrage. Et 3 fois et demi le dénivelé. Le calendrier, on le matérialise avec ces 7 épreuves. Sri Lanka fin avril, on y reviendra. C'était le nouveau venu. 3 destinations françaises durant l'été, la Corse, les Alpes-Maritimes, donc la région Rhône-Alpes et Auvergne, évidemment, avant de repartir en voyage. Brésil, Maroc et enfin Taïwan, destination qui faisait son retour au calendrier après, je crois, 5 ans d'absence. Et ça, c'était donc début novembre. Et on est ici donc pour débriefer cette saison. J'oublie pas les 3 spin-offs, ces 3 épreuves 555, 500 km au lieu des 1000 et en 55 heures maximum à effectuer. C'est aussi lié au succès de cette épreuve, la mise en place de ces 555, parce que de manière générale, avant d'entrer dans le détail avec nos champions, Axel, succès exponentiel 2024, a marqué un nouveau record de participants. Bravo, 1300 concurrents au global. Un doublé en termes de finishers aussi, 79. Les finishers, ce sont ces personnes qui arrivent à finir 2 courses à minima de cette épreuve, donc 2 fois 1000 bornes en 120 heures. Donnez-nous la recette du succès, parce que c'est quand même un cahier des charges de mutant dont vous nous avez parlé là.
Je pense que déjà vous en faites partie, les athlètes également en font partie. Il y a un besoin de pas mal de communautés d'athlètes de haut niveau et également d'amateurs qui cherchent un peu des formats d'exploration et d'aventure hors cadre. Et le Biking-Man répond, je pense, partiellement à cette demande. Je vais faire un parallèle également avec le Vendée Globe. On a commencé au départ il y a un peu plus de 8 ans avec 17 athlètes. Aujourd'hui, il y en a 1300 parce que c'est des personnes inspirantes qui viennent sur ces épreuves-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, des Lauriane, des Grégory, qui se disent peut-être un jour, pourquoi pas moi? Parce qu'il y a ce format un peu décadenassé et complètement ouvert à toutes et à tous, qui fait que pourquoi pas se défier au cœur des destinations les plus exotiques de la planète avec une géologie, une géographie particulière. Voilà, c'est ça le Biking-Man, c'est proposer encore une fois une expérience hors norme que vous cherchiez à gagner le titre, comme pour tous les finishers, puisque déjà terminer 1000 bornes à vélo, c'est pas banal. C'est-à-dire que, et il ne faut pas le banaliser parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça reste une école du voyage pour les participants qui cherchent à terminer, pas les vainqueurs. Juste arriver au bout, c'est un très très beau voyage. Et vous parliez l'an dernier sur ce même plateau de limites organiques aussi, dans la capacité à aussi être limité par les capacités physiques que puissent avoir les candidats potentiels à cette course. Et même si c'est exponentiel, il n'y a quand même pas 60 millions de Français qui peuvent y participer. Alors je pense qu'on pourrait être beaucoup plus nombreux. Si je prends un exemple pour l'étape de la Corse à laquelle Grégory a participé en 2024, on pourrait être 1000. On pourrait être 1000 au départ, mais du coup, l'immersion qu'on cherche à proposer, l'introspection qu'on propose à tous les athlètes, c'est une expérience qui devient complètement différente dès lors que vous avez 1000 personnes autour de vous. Donc, pour le coup, il faut qu'il y ait un maximum de participants sur un format de 1000 km pour arriver à créer ces conditions qu'on leur propose, voilà, d'immersion, d'introspection avec eux-mêmes, d'immersion dans des paysages, dans des cultures qui vont leur permettre de se révéler quelque part à travers également leur performance et de percevoir leur environnement grâce à cette immersion. Parce que sinon, vous retombez dans un format qui existe déjà, pour le coup, d'une cyclosportive, avec des milliers de participants où, quelque part, vous mettez le pied à terre pour pouvoir monter un col. Alors que nous, le but, c'est que Lauriane soit au sommet de Wuling, à Taïwan, un col à plus de 3000 mètres d'altitude, à minuit, 1h du matin, seul, avec l'équipe média, à regarder les étoiles, et voilà, et se dire, tiens, je viens de passer 24 heures extraordinaire, puisque c'est ça qu'on propose. Lauriane, placée deuxième du classement général, qui a cédé aux sirènes de cette nouvelle étape, donc le Sri Lanka. C'était fin avril. Mon cher Axel, il a peut-être contribué, ce nouveau voyage, ce nouveau périple au succès de cette année. On a vu quelques images, on va en revoir évidemment le 28 avril, le départ du Sri Lanka. Lauriane, vous avez terminé deuxième de cette étape. Vous nous disiez l'an dernier que vous aviez peut-être envie, au moment de la découverte de cette destination, d'y aller. Oui. Vous êtes allé au bout de votre idée. Ça a été conforme à ce que vous imaginiez, ce périple, cette découverte-là? C'était une grosse claque au niveau du dépaysement, surtout de la culture en fait. Pas tant le vélo c'est vraiment la culture locale. L'Asie, ça a été vraiment une grosse claque de ce côté-là. Pas sur le côté sportif, mais sur tout ce qu'il y a autour, en fait. Tout ce qu'on vient chercher en dehors de faire la course qu'on pourrait faire n'importe où, en fait. C'est une première aussi, Cédric, que vous avez suivi de très près. Vous faisiez partie aussi de cette équipe qui a reconnu cette destination il y a quelques années. On était sur un 80% bitume, 20% gravel. Mais pourtant, on était hors des sentiers battus. Aucune communication principale, aucune voie de communication principale empruntée. C'est ça ce qui m'a marqué le plus dans cette course. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs sur les images il y a quelques instants. C'est le fait d'être en totale immersion au cœur de l'île. C'est une île qu'il faut rappeler tout de même assez touristique. Il y a plusieurs grandes villes, mais ce que proposait la course, c'était vraiment d'être en totale immersion au cœur de l'île et dans des paysages extraordinaires. Donc c'est le cas de la plupart des courses Biking-Man, mais ici spécifiquement, on passait sans arrêt dans des tout petits villages à la rencontre des habitants en permanence et de les voir dans leurs conditions de vie quotidiennes, avec cette chaleur, cette ambiance assez tropicale aussi, au contact de la faune et de la flore assez hostile aussi. On voyait beaucoup de varans, des singes qui viennent vous chaparder votre nourriture. Les macaques. Et des éléphants en totale liberté. Ici, on croise des chats, des chiens. Là-bas, ils croisent des éléphants. Donc, tout cet aspect-là fait que ça rendait cette course assez unique et d'avoir pu participer aux reconnaissances et ensuite de voir la course se matérialiser, c'était un vrai bonheur. Contrainte différente
Axel, faune, flore notamment. Racontez-nous la coulisse, ces 3 ans de boulot pour faire émerger une nouvelle destination comme celle-là. C'est quand même quelque chose d'assez important. Un bébé, il doit y avoir de la fierté, mais aussi beaucoup de travail en amont. Mais c'est ce que je préfère dans ce travail d'organisation, c'est arriver à convaincre déjà des Sri Lankais qu'il est sain et quelque part il va y avoir des gens qui sont assez fous pour aller pédaler au cœur de réserve où il y a des éléphants en pleine nature. On parle de hordes d'éléphants, donc c'est des centaines d'éléphants. Après, il y a toute la partie, donc arriver à les convaincre, et puis après la partie réalisation, une fois parce qu'on a eu beaucoup de soutien du Sri Lanka, il y a eu les militaires également qui étaient impliqués, bref, on avait beaucoup de forces disponibles sur place, parce que pour le coup, les pics de stress que j'ai pu avoir à gérer d'un point de vue orga, c'était fou. Parce que la nuit, quand vous avez des coureurs qui vous envoient un message, éléphant repéré à tel endroit au kilomètre, et j'ai quasiment fait un face-à-face avec lui, ou d'autres coureurs qui sont mis en sécurité avec des marshals pour traverser une réserve puisque des éléphants ont été déclarés comme étant en train de passer sur le secteur. Il faut savoir que le Sri Lanka, comme disait Cédric à juste titre, la faune, il y a des morts tous les ans. Et pour le coup, il faut arriver pour les athlètes, leur proposer quand même un cadre de sécurité qui leur permette d'avoir cette dimension d'exploration et d'immersion sans les mettre trop en danger. Et moi, ça a été vraiment une expérience juste extraordinaire, avec une spiritualité pour le coup des Sri Lankais, pour rebondir sur ce que disait Lauriane, qui est vraiment particulière, parce que c'est des gens qui vivent dans ce quotidien permanent d'être dévorés par tout ce qui les entoure. La faune et la flore, on a l'impression d'être complètement absorbés si on ne bouge pas au Sri Lanka. Il faut toujours être en mouvement. Et ils sont toujours en train de débroussailler, déblayer et de gérer ces conditions de l'extrême qui sont leur vie du quotidien. Donc toucher du doigt ça en tant qu'orga et avoir le plaisir en plus d'avoir des gens qui sourient et ont du plaisir malgré la difficulté de l'effort, ben c'est une très grande fierté. Ouais. Une humilité qu'ont aussi les ultracyclistes dont vous faites partie, Grégory. Vous n'étiez pas de ce voyage. En revanche, au bout du chemin, 6 mois plus tard, c'est vous qui remportez la timbale, début novembre donc à Taïwan. Un petit mois après, qu'est-ce qui reste dans le rétroviseur de cette aventure ? Qu'est-ce qui reste dans le rétroviseur de cette aventure ? Moi, c'était la découverte du monde de la nuit, d'aller faire du vélo de nuit et d'avoir cette expérience hors du temps, où pendant 48 heures, on va se retrouver finalement à ne penser qu'à une chose, c'est terminer l'épreuve, alors chacun à son niveau, et de mettre toute son énergie juste pour ça finalement. Voilà, de pouvoir être concentré dessus et d'avancer et de découvrir ce format d'épreuve. Et Axel le dit très bien, qui permet de faire quelque part un trait d'union entre le vélo de compétition que j'adore et le vélo voyage qui permet justement d'aller sur d'autres territoires. Et le Biking Man permet de faire les deux. Et de nuit, on voit peut-être pas les paysages, mais par contre, on découvre le pays autrement. C'était, Grégory, votre première participation. C'est presque une gageure. Mais qui dit première participation ne veut pas dire que vous êtes arrivé la fleur au fusil. Le milieu du cyclisme amateur vous connaît. Champion de France master, c'est-à-dire plus de 30 ans amateur contre la montre. Champion du monde, pardon. Oui, la France, c'est un territoire trop défriché pour vous. Je n'ai jamais réussi à en prendre ça. C'est vrai. Ouais, écoutez, on vous le souhaite. Et donc, vous avez ensuite enchaîné avec du triathlon longue distance, notamment, un Ironman. Donc vous êtes véritablement dans le phénomène ultra impliqué, investi et amateur. Et puis vous débarquez donc sur le Biking Man en Corse le 26 mai lors de la 2e étape. Comment vous avez déjà eu vent de cette discipline ? Alors j'en ai eu vent, ça a commencé par le premier reportage sur le Biking Man Corse pendant le Covid où les gens étaient obligés de s'arrêter de dormir. Je me disais ça m'irait bien d'être obligé de dormir la nuit. Et puis le Covid est parti, c'est pas de chance pour moi. Du coup maintenant on est obligé de pédaler de nuit, mais justement ça m'intriguait d'autant plus. Et une année j'étais en Corse pour m'entraîner pour l'Ironman justement, et puis je suis tombé sur le Biking Man, sur des gens qui faisaient ça, et à un moment donné je discute avec une personne, moi ça fait 24 heures que je pédale. What ? 24 heures que vous pédalez ? Comment c'est possible ? Ces gens sont fous. Et finalement, après, à chercher un objectif, un défi, à sortir de ma zone de confort, je me suis dit, il y a quand même ce format d'épreuve qui existe. Voyons voir un peu qu'est-ce que ça fait, comment est-ce que le corps réagit. Et puis c'est là que j'ai découvert ce milieu et que j'ai pris goût en fait. Lauriane, vous pouvez aussi témoigner sur l'effort, la découverte, vous l'avez connu un an plus tôt, de cet effort si particulier. L'investissement personnel
sur la quantité d'entraînement, sur la dévotion à la discipline. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça peut paraître être un temps circonscrit à une compétition qui est déjà hyper longue. Grégory a passé 199 heures sur la selle en compétition pour gagner cette épreuve avec les 4 épreuves qu'il a fournies. Vous en avez fait 4 vous aussi. Mais ce n'est pas que ça, c'est évidemment tous les à côté pour avoir le niveau, pour réussir ces performances-là. Je ne dirais pas le niveau, mais la condition physique pour Oui. arriver. En fait, ce qui est important, c'est surtout la condition physique pour arriver et en profiter. En fait. Parce qu'on pourrait ne rien faire de l'année et puis arriver comme ça, mais ce serait un calvaire. On n'en profiterait pas, en fait. Ce qui signifie, donc dans ce cadre, Après, quel investissement ? Grégory, il dirait la même chose que nous, que moi, et je pense qu'on est beaucoup, c'est qu'on aime le vélo, et c'est pas une contrainte, c'est juste de l'organisation, c'est que c'est presque naturel de faire du vélo. Donc oui, autour, il faut s'entraîner, mais c'est pas... Mais ça passe par quoi alors ces entraînements? Même si c'est du plaisir, si on veut se lancer ce défi par exemple là. C'est de la régularité en fait. Moi, c'est surtout de la régularité. Je fais jamais des grosses. J'en vois beaucoup qui font des grosses sorties de 200, 300 bornes tout le week-end. Moi, je dois en faire 1 ou 2 dans l'année. Après, il y a les courses. Après, je considère que moi, j'en ai fait 11 en tout de Biking Man. Je considère que le corps, il a une mémoire. Et qu'une fois qu'on en a fait un, il connaît l'effort. Donc, on va savoir le reproduire. Et après, c'est de la régularité, comprendre au corps qui a souvent un effort à produire. Et après, sur la course, c'est le cerveau qui prend le relais. Ce saut dans l'inconnu avant de savoir que le cerveau prenait le relais, vous l'aviez déjà vu dans votre carrière et vos événements précédents. Est-ce que vous vous sentez en Corse, Grégory, en capacité d'être compétitif ou vous y allez comme ça juste pour découvrir les sensations ? J'y vais pour découvrir les sensations et découvrir l'épreuve, mais ça serait mentir de dire que je ne me suis pas préparé à un minimum. Je m'étais préparé comme si j'allais faire un Ironman finalement, en me disant que de toute façon, je ne pouvais pas faire beaucoup plus. Je ne vais pas rouler 300 km à l'entraînement, c'est possible, mais une fois que j'ai fait une sortie de 200 bornes, ça... La régularité de Lauriane, vous la percevez de la même manière ? La régularité qui est très importante, et je pense que c'est un peu comme pour Lauriane. Moi, quand je suis sur le vélo, je suis en vacances. Donc voilà. C'est bien, vous l'avez prolongé avec des billets d'avion pour ces épreuves-là. 3e donc en Corse, si je ne m'abuse. 2e en Auvergne-Rhône-Alpes en juillet. 2e sur le X au Maroc fin septembre. Et c'est à ce moment-là, à l'issue de cette avant-dernière étape, que vous passez devant en face-à-face d'ailleurs avec Lauriane. Je crois que c'était votre premier affrontement. Vous n'étiez pas affronté, en tout cas directement, depuis le début de cette épreuve. C'était assez inédit du reste, avec ces résultats. Lauriane, au Maroc, vous terminez 4e. Vous étiez en tête donc au général à la faveur des courses précédentes. Ce coude à coude vous incite, vous, à vous présenter à Taïwan ? Je voulais aller à Taïwan, mais il fallait faire des choix. Je ne pouvais pas faire le Sri Lanka, le Maroc et Taïwan dans l'année. Bon, finalement, si. J'avais dit c'est le Sri Lanka ou Taïwan, il fallait que je fasse un choix. Oui, c'est ce que vous nous aviez dit sur ce plateau l'an dernier. J'avais pas fait un choix stratégique au niveau des points parce que le championnat, je ne le jouais pas. Et là, ça s'est présenté quand même et je suis vraiment contente d'y être allée. Et ouais, ça a été un peu l'excuse pour y aller. Mais c'était d'aller se confronter. En plus, quand je me suis inscrite, c'était pas contre Grégory, c'était contre Guillaume. Parce que Grégory n'y allait pas encore. Grégory a vu que j'y allais. Donc... Il y a un système de barème, Axel. La dernière étape, elle est différente des autres. Comment vous avez construit un petit peu le storytelling autour de ce classement et de cette série à gagner ? Alors, c'est un point important parce qu'entre les années précédentes et cette année, on a innové puisque chaque étape, qui a des conditions d'exotisme, de topographie, de culture également, parce qu'il y a le rapport à la langue qui est quand même un grand défi notamment à Taïwan, on a tenu compte de tous ces paramètres pour justement ajuster le système de points en fonction du degré d'exotisme. Et ça a entre guillemets bien joué parce que c'est la première fois que là, sur les 1300 athlètes, on en a quasiment une centaine qui ont été classés, donc qui ont fait plus de 2 courses. Donc il y a clairement eu un choix d'épreuves en fonction et avec des stratégies. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des athlètes qui choisissaient certaines épreuves pour essayer de se placer, pour gagner des points, pour aller en chercher peut-être sur d'autres. Et c'est ce qu'on cherche quelque part aussi à créer. C'est-à-dire que ça permet d'encourager des athlètes à venir explorer Taïwan, qui est empreint de plein de préjugés pour plein de raisons. Et alors que c'est une île extraordinaire à découvrir,
d'un point de vue topographique, d'un point de vue géographique, d'un point de vue culturel. Il y a plein de choses à découvrir là-bas. Donc il y a eu un engouement très particulier cette année, justement en plaçant des points différents en fonction du degré d'exotisme des épreuves. Épreuve mythique s'il en est pour vous. Vous nous le racontez avec des étoiles encore dans les yeux, malgré un tracé inédit. Retour au calendrier de Taïwan, avec donc, pour exacerber la rivalité, ce cadre si particulier. Et donc vous deux, Lauriane et Grégory, qui vous retrouvez. Lauriane, le mode opératoire est assez simple si vous voulez conserver votre couronne. Vous devez remporter la timbale et espérer qu'il n'y ait pas un top 5 pour Grégory, même si évidemment cette rivalité n'est pas énoncée ainsi. On l'a pitché comme ça avec Cédric, en tout cas, qui vous suivait. Une épreuve que vous remportez finalement. Grégory, il y a eu une course d'ailleurs où vous avez été souvent présents l'un et l'autre. Et je vous propose d'ailleurs de vous retrouver autour d'une petite séquence qui nous a un petit peu marqué au long de cette belle rivalité tous les deux. Après que Lauriane, elle m'a mis une bonne chiche là juste avant la montée sur je sais plus où, bam, elle en a mis une, moum. Je disparu des écrans radars. J'arrivais pas à suivre en plus, c'est ça le pire. C'est vrai? J'arrivais pas à suivre parce que j'étais sur ton rythme et en fait d'un seul coup, en fait il y a eu une portion un peu plus favorable. Ouais. Mais ça s'est complètement décoincé et je pense que comme on montait un peu en altitude, il faisait plus frais. Et j'étais hyper bien après. Ouais. Mais d'un seul coup, ça s'est débloqué. C'est parti. Alors après, moi j'étais en cross 7-Eleven là. Je savais que tu voulais t'arrêter et tout ça. Ouais, qui était. Et oui, ils se sont retrouvés dans ce deuxième checkpoint, je crois, sur cette étape de Taïwan pour débriefer les sensations du moment. L'an dernier, vous nous disiez, Lauriane, que l'objectif était moins important que le chemin. Je crois que là, on a encore une belle évocation de ce que vous nous disiez, ce parcours philosophique presque de la course. Pas de regret? Pas de regret? Non, moi de toute façon, quand j'ai vu les classements au début de la course, il n'y avait aucun espoir d'avoir 5 personnes entre nous et que je gagne. Donc non, moi je n'avais pas, c'était pas l'objectif. Donc après, j'ai essayé de maintenir ma place sur la course, puis il y a eu les aléas de la course aussi. Deuxième donc au classement général, Lauriane, et cette étape donc que vous allez chercher, première victoire donc oui. Biking Man du côté de Taïwan, et donc le sacre au bout pour vous, Grégory. 4 courses, des podiums, une victoire finale, une victoire d'étape. C'est plus qu'encourageant, dites donc. Ah, j'aurais signé en début d'année si on me l'avait proposé. Ça veut dire retour en 2025 ou pas? Alors, ça veut dire que je continue en tout cas sur la discipline en 2025. Okay. Sur Biking Man, oui, je serai au moins sur une ou sur plusieurs manches de Biking Man, je ne sais pas encore. J'attends qu'Axel nous dévoile éventuellement quelques surprises de calendrier, s'il en a ou pas. Et bien dans les prochaines secondes. Voilà. Ça vous va, Grégory? Très bien. On en parle tout de suite. Deuxième partie d'émission se tourne vers 2025. On parle ultracyclisme dans le club aujourd'hui. Biking Man, 1000 km, 7 étapes à effectuer ou pas. Vous n'êtes pas obligé de les effectuer en intégralité, c'est même dur d'un point de vue physiologique. Mais effectivement, c'est le principe de cette épreuve cycliste XXL. Grégory Cassini, vainqueur de l'édition 2024, est sur ce plateau. Sa dauphine et ancienne vainqueur en 2023, Lauriane Placé également. Cédric Ferreira, journaliste acolyte de cette discipline, et Axel Carion, fondateurs de Biking Man, sont avec nous. Axel, eh bien oui, Grégory veut savoir. C'est même pas nous, journalistes, qui essayons de savoir. 2025, les nouveautés, le calendrier, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Ils sont nombreux à vouloir savoir, à envoyer des messages. J'ai coupé le téléphone tout à l'heure justement pour ça notamment. On va avoir des nouveautés sur 2025. La grosse nouveauté, c'est qu'on va avoir, au lieu d'avoir 7 étapes qualificatives, il y en aura 10 sur 2025. Qui vont être qualificatives également 10 000 Non, 10 étapes qualificatives. Donc les 1000 km et les 555 sur lesquels les athlètes gagnent un tout petit peu moins de points. Mais on a 10 étapes en 2025, avec notamment 3 en Amérique du Sud, territoire que j'affectionne particulièrement, avec le Brésil, qui organise 3 étapes, 3 manches sur 2025,
avec un niveau athlétique et je dirais d'immersion des athlètes qui s'entraînent dans des conditions qui sont quand même dantesques, parce que pour pouvoir faire du vélo en gravel au Brésil, Cédric connaît bien le sujet parce qu'on est allé plusieurs fois dans ce pays, c'est vraiment des conditions très particulières et il y a un potentiel athlétique de résistance et de résilience face à des conditions climatiques extrêmes et des conditions vraiment difficiles d'entraînement qui est réellement beau à voir, quoi. Et donc les BRICS, je ne vais pas dire qu'ils prennent le contrôle, mais en tout cas, on a le Brésil qui va être un très très gros sujet. Vous faites de la géopolitique. Non, mais par rapport aux champions. Il faut citer les BRICS, peut-être revenir sur ces pays. Donc, le Brésil en ce moment a de sérieux candidats, parce que cette année, en fait, quand on a eu le duel Lauriane et Grégory, il faut se rappeler également qu'avant qu'ils prennent la tête du championnat, c'était des Brésiliens qui étaient en tête. Il y avait un duel avec André Freuss et Juliano Guerc, qui sont des athlètes avec qui moi j'ai fait la course là-bas, qui sont très très forts. Aux côtés en plus d'autres athlètes de Colombie et du Chili. Et on va terminer l'année prochaine en termes de championnat par le Brésil. Ça va être la finale, après le Maroc. Donc je pense qu'on va avoir des surprises, puisqu'il va y avoir ce mélange de nationalités, puisque c'est le but du championnat. Ce n'est pas un championnat franco-français qu'avec des Français, il y a d'autres nationalités qui viennent. Et je pense que l'Amérique du Sud va avoir des cartes à jouer d'un point de vue athlétique face aux champions de la discipline. Oui. Et puis, on a bien compris qu'il y avait une demande aussi en Amérique du Sud autour de ces disciplines, hein, le bikepacking. Le gravel, même de manière générale, explose là-bas, puisqu'il y a des conditions également de réseau, de routes et de pistes qui permettent de pouvoir pratiquer cette discipline avec des gens qui veulent effectivement se défier sur des défis longue distance. Ouais. Cédric, est-ce que le climax de la dramaturgie atteint en 2024 et qu'on a pu voir sur nos antennes, d'ailleurs les épisodes sont encore disponibles, peut être encore atteint? Vous avez dû vraiment là kiffer votre métier, si je peux m'exprimer ainsi, avec ce duel-là. Moi j'ai intégré Bikingman en 2019 et c'est la première fois effectivement que le championnat s'est joué sur la toute dernière course, dans les tout derniers kilomètres. Tout s'est joué dans les 200 derniers, on va dire. Même si Grégory a remporté le championnat, il suffisait d'une défaillance dans les 20 derniers, qui doivent abandonner malheureusement, mais ça ne s'est pas passé, tant mieux pour lui, mais on imagine un abandon de Grégory à 30 km de la fin, Lauriane devenait championne. Donc c'était aussi, d'un point de vue sportif, très excitant. Et c'est important de le dire, Cédric, parce qu'on oublie avec les phénomènes que vous êtes, messieurs, dames, pardon de le dire, mais qu'en ultracyclisme, comme tout ce qui est ultra, une fringale va être exacerbée, un problème de sommeil va avoir des conséquences incroyables. Forcément, tout peut arriver, c'est pas juste un élément de langage que de le dire. Parenthèse refermée, Cédric, merci. Mais c'est exactement ça. Donc c'est ça qui maintenait aussi ce suspense jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, est-ce que Grégory va arriver dans de bonnes conditions et remporter son titre? Oui. Mais il y a cet aspect sportif qui a grandi au fil des années. Et là, en 2025, effectivement, terminé par le Brésil. Et pour y être allé plusieurs fois, je sais ce qu'est cette course. Elle est dantesque. C'est au-delà de l'imaginable. Au-delà de l'imaginable, il faut vraiment y être. Pour nous, c'est vraiment la forêt amazonienne. Pour les Brésiliens, c'est standard. Mais les conditions climatiques qu'il peut y avoir là, c'est exceptionnel. Et connaissant leur engouement aussi, je suis quasiment certain que cette course va faire le plein et qu'ils vont être tous comme des acharnés. Donc si on imagine des athlètes venant d'Europe venir se confronter à eux, ça peut faire un sacré événement. Ouais. Bon, très bien. Ce sera l'occasion peut-être, comme à Taïwan, de faire cette course avec votre compagnon, Lauriane, ou pas? Non, ça je ne sais pas encore. Non, pas sûr, parce qu'il vous a accompagné. Je crois que Grégory, c'est un truc qui vous a un petit peu titillé aussi pour convaincre votre moitié, non? Non, je me trompe? J'ai travaillé. On va travailler avec vous si vous voulez. Quand on a vu les premiers reportages du X au Maroc de l'an dernier, ça commençait à devenir un peu un sujet entre nous, de dire alors ça y est, on s'inscrit, tiens, ça y est, je t'ai inscrit. Puis durant toute l'année, évidemment, je n'arrivais pas à l'inscrire. Et puis la veille de la clôture des inscriptions du X au Maroc, elle a fait l'étape la plus dure dans un ultra, finalement, c'est de s'inscrire la première fois. Et une fois qu'on s'inscrit la première fois, c'est trop tard, on y prend goût. Et tiens, je crois qu'on voit des images d'ailleurs de votre compagnon, Lauriane. Vous avez vu, ils sont forts en régie, hein, qui a donc fait cette dernière étape avec vous. Et voilà, c'était un joli point final. Oui, forcément, là, c'est sur le 3000, donc on rend pas grâce à votre champion de compagnon. Un vrai tour du monde, en tout cas, que ce Bikingman. Le monde à vélo aussi est un joli tour du monde avec un petit peu moins d'efforts. Le voici, ce livre. On voulait en parler. C'est vous, Axel, qui en êtes l'auteur. Et à quelques semaines de Noël, à mettre au pied du sapin, ce monde à vélo est on peut dire un recueil, un guide du routard de l'ultracycliste.
Pourquoi avoir voulu faire cet opus-là autour de vos rendez-vous d'aventuriers, parce que vous n'êtes pas qu'un organisateur, vous vloguez, vous écrivez, vous êtes un énorme compétiteur aussi. Pourquoi avoir voulu en faire un livre de tous ces récits-là ? Dans le prolongement de Biking Man, c'est de pouvoir partager ma fascination et ma passion du voyage. Parce que moi, je suis rentré dans l'univers du vélo, pas quand j'étais petit, mais très tard. Je suis un attardé du cyclisme pour le coup. Et je suis rentré par le voyage. Et c'est ça qui me fascine dans cette pratique. On l'appelle l'ultracyclisme. Le Biking Man, c'est l'école du voyage à vélo au départ, quoi. J'avais presque 200 000 km dans les jambes de voyage, un peu dans des lieux extraordinaires. J'ai bien sûr 2 piliers, David et Didier. David pour la partie photo, Didier qui conduit le photographe et qui ramène des images. Il a plus de 200 000 images aujourd'hui sur les expéditions et le Biking Man. Et on s'est dit que ce serait quand même bien à un moment donné de pouvoir envoyer une bouteille à la mer avec les plus belles images des plus beaux voyages qu'on a pu réaliser. J'adore écrire également sur ces voyages parce qu'on a partagé un petit peu là-dessus avec Lauriane. Il y a une introspection qui est possible sur cette pratique quand on passe des heures sur le vélo, et quand on est curieux, on peut capter plein d'éléments qu'on ne capte pas dans le quotidien et dans la dictature de l'instant dans laquelle on vit. Voilà, donc c'est un recueil, effectivement, une bouteille à la mer pour tous les passionnés de voyage, au sens large, parce que ce n'est pas forcément pour vous encourager à faire les 10 destinations, parce que c'est solide. Ah oui. Il y a beaucoup de kilomètres, il y a beaucoup de dénivelé et beaucoup de difficultés, notamment à 5800 mètres. Niveau requis, j'ai vu expert à chaque fois ou confirmé à minima pour la Corse. On a des difficultés, il n'y a pas de parcours pour débutants. Mais voilà, si vous souhaitez voyager par procuration dans des lieux qui sont extraordinaires d'un point de vue géologie, topographie et culturel, c'est l'occasion, à travers les images extraordinaires de David et quelques récits que j'ai pu écrire depuis 2018 maintenant. Des coupes topographiques, les 10 choses à faire sur les lieux que vous avez explorés. Effectivement, je vous le conseille pour voyager sans transpirer, ou alors transpirer plus tard en ayant été marqué notamment par ces récits Bolivie, Pérou. J'ai le sentiment que des destinations qui vous ont beaucoup marqué. Je me trompe, Axel ? Pérou, il y a un moment avant et un moment après. C'est vraiment une destination qui marque tous les grands voyageurs que vous pouvez croiser, qui ont eu la chance de voyager beaucoup autour du monde. Il y a la Cordillère des Andes, bien sûr, qui marque l'esprit. Et alors la Bolivie, là, on est encore sur l'étape d'après, parce qu'en termes d'hostilité, mais également de beauté de territoire, le pays est aussi beau qu'hostile. Et ça ne peut s'explorer réellement qu'au prix, quelque part, d'un effort physique qui est démentiel. Par contre, la récompense, elle est extraordinaire parce que ça permet d'avoir des souvenirs à la fois culturels, parce que les Boliviens ont un caractère très attachant de vivre et de survivre, même dans des conditions aussi extrêmes, parce que je suis allé notamment dans l'altiplano où ils vivent à plus de 4000 mètres d'altitude au quotidien, toute l'année, et en même temps dans un territoire qui est d'une beauté écarlate, qui est un plaisir à redécouvrir. J'espère un jour y retourner d'ailleurs en Bolivie. C'est chez Casa Édition, donc préfacé par Julien Absalon, qui digresse sur cet objet de liberté qu'est le vélo. Notre double champion olympique a pris beaucoup de plaisir lui aussi à dévorer ce livre. Et ici en plateau aussi, m'a-t-on confié, c'est une vraie communauté, Biking Man. Vous avez vu avec vos compétiteurs qui se sont donc procurés ce livre. Merci d'être venu sur ce plateau, Lauriane, Grégory, pour témoigner autour de cette magnifique 8e année de Biking Man. On aura donc la 9e en 2025. On prend rendez-vous avec vous, messieurs, Axel, Cédric, pour nous en faire le récit. Ça marche ? Bien sûr. Allez, super. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui sur le plateau de Sport en France, sportenfrance.com pour revivre tous nos épisodes. Restez connectés à nos épreuves. Il y a les résumés notamment de toutes ces belles courses qui ont fait le plaisir de Lauriane et de Grégory. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le club.